Mesdames et messieurs, bienvenue dans la Semaine africaine, votre émission qui revient sur l'essentiel de l'actualité de la semaine sur le continent africain. Pour cette première partie, on commence par le Maroc où le roi Mohamed VI a reçu mercredi dernier au Palais Royal de Casablanca les 4 nouveaux membres nommés à la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique de cette Cour et particulièrement les dispositions relatives au renouvellement du tiers de ses membres. Il s'agit de Latifa El Khal et El Hussein Abouchi, membres nommés par le souverain Mohamed Alami, membre élu par la Chambre des représentants, et Khalid Berjawi, membre élu par la Chambre des conseillers. Durant cette audience, les 4 nouveaux membres ont prêté serment devant le souverain. Ils vont entamer l'exercice de leurs fonctions à partir du 4 avril prochain, date de la fin du mandat du tiers des membres de la Cour. Cette audience s'est déroulée en présence du président de la Cour constitutionnelle, Saïd Ikhri. Le royaume marocain continue la lutte contre le trafic des stupéfiants. À Tanger, la police judiciaire, en coordination avec la DGST, a saisi en début de semaine plus d'1 tonne de Chira dissimulée dans un bateau de pêche au port de la ville du Détroit. Ala Benani nous en dit plus. Une saisie record d'1 tonne et 150 kg de Chira dissimulés dans un bateau de pêche au port de la ville du Détroit. La saisie de ces quantités supplémentaires de drogue intervient dans le sillage de l'enquête préliminaire que mène la police judiciaire de Tanger suite à la saisie dimanche dans la même ville de 135 kg de Chira destinés au trafic international de drogue par voie maritime, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. À travers une minutieuse investigation dans le port de pêche de Tanger, nous avons trouvé plus de 1000 kg de Chira. L'enquête se poursuit bien sûr et 2 individus impliqués dans ce trafic sont actuellement en détention provisoire. Et nous comptons en tout cas arrêter tous les suspects impliqués de près ou de loin dans ce crime. Dimanche, les éléments de la police judiciaire chargés d'enquêter sur cette affaire ont arrêté un individu dans la région de Finidak pour son implication présumée dans l'organisation de cette activité criminelle, rappelle le communiqué. Faisant savoir que les opérations sécuritaires se poursuivent afin de déterminer les ramifications éventuelles de cette activité criminelle à l'échelle locale et internationale et arrêter l'ensemble des complices potentiels. Cette opération de saisie d'importantes quantités de drogue s'inscrit dans le cadre des efforts intenses et contenus déployés par les services de la DGSN en coordination avec la DGST pour lutter contre le trafic de drogue et de psychotropes. Restons au Maroc. Grâce au leadership du roi Mohamed VI, le pays est capable de jouer un rôle d'avant-garde dans la résolution de la crise libyenne. C'est ce qu'a déclaré à Rabat l'émissaire du président du Parlement libyen, Abdelahi Laouch, qui a remis à Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, un message au roi Mohamed VI du président du Parlement libyen, Akila Saleh. L'émissaire libyen a rappelé que le Maroc se prévaut d'une vaste expérience en matière de réconciliation et en résolution des crises. Pour la 55e fois consécutive, les étudiants algériens ont encore manifesté comme chaque mardi dans plusieurs villes du pays. À Alger, la marche a drainé une foule nombreuse d'étudiants rejoints par des citoyens. À 10h, la place de Martyrs, lieu habituel du départ de la manifestation, était déjà envahie par les manifestants. Les revendications sont toujours les mêmes, le changement du système en place et la liberté d'expression. La 5e législature du Parlement de la CEDEAO a été lancée cette semaine au Niger. Les députés membres du Parlement ont prêté serment devant le nouveau président. Moustapha Cissé Lo passe le flambeau au Sierra-Léonais Sidi Mohamed Tunis. Une cérémonie inédite pour la première fois. Le président du Parlement de la CEDEAO a prêté serment hors du siège du Parlement. Une première depuis 20 ans, suivant le compte rendu de Jean-Djibril William.
Les députés membres de la 5e législature ont l'un après l'autre prêté serment devant le président en exercice Mahamadou Issoufou. Une cérémonie inédite puisqu'elle se déroule pour la première fois hors du siège du Parlement de la CEDEAO. Et c'est le Sierra-Léonais Sidi Mohamed Tunis qui a été désigné par ses pairs ce lundi pour remplacer son homologue sénégalais Moustapha Cissé Lo. Et pour les 4 prochaines années que dure son mandat, le nouveau président affiche d'ores et déjà les priorités de son équipe. Il est de notre responsabilité de protéger jalousement la paix dont nous jouissons aujourd'hui et de travailler sans relâche pour mettre fin aux instabilités dans notre région. Permettez-moi également de déclarer que durant la 5e législature, les questions économiques, en particulier l'éradication de la pauvreté, la hausse de l'inflation et la réduction du coût de vie seront au cœur de nos priorités et de nos engagements. Une cérémonie d'installation qui a servi de tribune au président en exercice de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou. Le chef de l'État nigérien a ainsi appelé ses pairs à plus de communautarisme face aux menaces que constitue la nouvelle épidémie de coronavirus, mais surtout pour une atteinte des objectifs de sécurité fixés par les États membres. L'agenda 2063 de l'Union africaine s'est fixé pour ambition de faire taire les armes en 2020. Il est probable que notre région, malheureusement secouée par les menaces des organisations terroristes et criminelles, ainsi que par les conflits intercommunautaires, n'y parviendra pas. Il est nécessaire donc de renforcer notre solidarité pour faire face à cette situation. Limitation des mandats présidentiels, solutions communes contre le coronavirus et l'insécurité, ou encore monnaie unique de la CEDEAO seront au centre de ces 4 jours d'échange entre parlementaires de la communauté ouest-africaine. L'occasion d'une première session pour les 115 députés qui composent le Parlement de la communauté ouest-africaine. Direction le Soudan, le Premier ministre de transition Abdallah Hamdok a échappé lundi à un attentat terroriste à Khartoum. Son convoi a été visé par une explosion et des tirs d'armes automatiques au moment où il retentissait pour s'engager dans un pont sur le Nil menant à ses bateaux. L'attaque n'a pas été revendiquée et cependant elle était décrite comme une tentative de faire dérailler le processus politique engagé dans ce pays après 30 ans de règne du président Omar el-Béchir. Et c'est le moment de parler de la maladie épidémiologique coronavirus sur le continent. La vigilance reste de mise au Maroc. Les mesures de prévention se multiplient dans le pays. Une campagne de sensibilisation a été lancée dans les écoles. Suivons le reportage de Driss Bousseran et Ala Benadi. Se laver régulièrement les mains avec un savon antiseptique, limiter le contact manuel et respecter les mesures d'hygiène. Telles sont les quelques mesures préventives lancées auprès des élèves du groupement scolaire Mejlaou dans la région de Tanger-Assila. Sitôt le premier cas de coronavirus annoncé au Maroc, le milieu éducatif a retroussé ses manches. Cette campagne de sensibilisation a pour thème « Tous pour une meilleure santé ». Nous voulons apprendre aux élèves de l'école Mejlaou à avoir les bons réflexes afin d'éviter de contracter le coronavirus. Il n'y a pas plus important que la propreté. Il ne suffit pas seulement de se laver les mains, mais savoir comment se laver les mains, comment éternuer, etc. Cette leçon n'était pas prévue dans le programme de cette année, mais la situation l'oblige. Les élèves apprennent de plus en plus sur le coronavirus afin de mieux s'armer contre lui et savoir comment éviter toute contamination aussi bien au sein de l'établissement qu'à l'extérieur. Grâce à notre enseignante, on en sait un peu plus sur le coronavirus. Comment adopter les bons réflexes et utiliser un mouchoir par exemple. Il faut bien se laver les mains et garder une distance d'au moins 1 mètre entre nous et les personnes malades. Ces campagnes de sensibilisation portent aussi sur la présentation d'exposés et la projection de vidéos et de débats qui traitent des causes de ce virus, de sa propagation et des moyens de le prévenir.
Un 6e cas de contamination au coronavirus a été enregistré en Tunisie. Un bilan communiqué cette semaine par le ministère de la Santé après les analyses effectuées sur 44 personnes présentant des symptômes. Tous sont des ressortissants tunisiens de retour d'Italie. On écoute les précisions de Nejwa Bécha depuis Tunis. En Tunisie, le bilan de l'épidémie s'est établi jusqu'à présent à 6 cas confirmés et plus de 2000 personnes placées en isolement volontaire. Nous considérons que la situation actuelle est sous contrôle. Le nombre total des contaminés n'a pas dépassé les 6 personnes. Cette situation nous pousse davantage à travailler sur les mesures de prévention. À titre préventif et en marge de la réunion du Conseil de sécurité nationale, tenue au palais présidentiel et présidée par Kais Saïd, le ministre de la Santé, Abdeltif El Maki, a annoncé les nouvelles mesures visant à prévenir la propagation du nouveau coronavirus. Les vols en provenance de l'Italie vont être suspendus à part ceux venant de Rome. Il a été décidé également la suspension de toutes les traversées maritimes vers l'Italie et la limitation des dessertes maritimes à destination de Marseille à une seule traversée par semaine. Ces mesures resteront en vigueur jusqu'au 4 avril 2020. Aussi, on a décidé d'avancer les vacances scolaires au jeudi 12 mars courant et on a décidé le report de toutes les manifestations culturelles, sportives et économiques. Il est inutile de paniquer en cas de durcissement de certaines mesures. La situation nécessite l'élévation du niveau d'alerte et de vigilance afin d'assurer la sécurité des Tunisiens. Il a également été décidé de renforcer les procédures de l'isolement après le retour d'un Tunisien portant le coronavirus à Strasbourg. L'homme de 84 ans n'a pas respecté les mesures de la quarantaine, exposant sa famille et tout l'équipage de l'avion au danger. Face à telle situation, le ministère de la Santé a annoncé que tout manquement aux mesures destinées à la lutte contre le virus va engendrer une sanction qui peut aller jusqu'à 6 mois de prison et une amende qui peut s'élever à 1500 dinars. L'objectif des autorités est d'éviter la propagation du virus et d'avoir le moins de cas possibles confirmés. Selon les experts en la matière, le respect de l'isolation volontaire aide beaucoup les autorités à contrôler la situation. Nejwa Bécha, Médiane TV, Tunis. Et pour éviter d'être pris au dépourvu par le Covid-19, certains pays anticipent une potentielle propagation du virus dans leur territoire. C'est le cas du Gabon qui a fermé ses frontières avec le Cameroun et a pris des mesures sanitaires bien qu'aucun cas n'a été détecté. Les reportages d'Ismaël Obiense. Roger Pengui Nyambi doit prendre les nouvelles de ses neveux en séjour d'études à Lanzhou, tout au nord-ouest de la Chine. Un rituel à la seule évocation du coronavirus qui turlupine ce cadre d'entreprise pétrolière. Mais le devoir parental oblige, il le faut bien pour avoir le cœur net. C'est vrai qu'au départ, ça crée un stress, mais avoir une nouvelle d'enfant comme ça qui prend un peu des mesures et comment ça se passe, ça rassure. L'évaluation des risques de propagation du virus, récemment élaborée par l'Organisation mondiale de la santé, interpelle désormais tous les pays, y compris ceux encore à l'abri des contaminations. C'est le cas du Gabon qui vient de se doter d'un plan de riposte national, articulé autour de plusieurs hypothèses, dont l'une porte sur la formation des acteurs de l'information, la bonne information. En décidant d'élever le niveau de surveillance de l'épidémie, le Gabon met en alerte toutes ses frontières avec un dispositif de circulaire. Le gouvernement gabonais ne veut pas se laisser surprendre par des alertes pouvant s'aimer la panique au sein de la population. Il a choisi la prudence tout en évitant de se faire peur après le premier cas de contamination du Covid-19 signalé chez le voisin camerounais. Les mesures de prévention se multiplient pour faire face au coronavirus. 11 pays africains sont déjà touchés par le Covid-19. Souheil Jalil pour les détails. 103 contaminations dans 11 pays africains. Mardi, la République démocratique du Congo a rejoint la liste des pays touchés par le Covid-19. Une liste qui comprend déjà le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, le Togo, le Sénégal, le Nigeria, l'Algérie, le Cameroun, le Burkina Faso et l'Afrique du Sud.
Nous venons d'être informés par nos services attitrés d'un premier cas confirmé de coronavirus Covid-19 en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. En effet, il s'agit d'une personne de sexe masculin, âgée de 52 ans, de nationalité congolaise, résidant en France. Par ailleurs, l'OMS a récemment établi une classification des pays africains selon le niveau de risque. Les plus menacés étant ceux qui font office de hub aérien à destination de la Chine, comme l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Kenya. Lors d'une conférence de presse, John Kengasong, le directeur du Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies, une agence technique dépendante de l'Union africaine, a rappelé que pour l'heure, la prévention restait la meilleure arme face à l'épidémie. Le CDC travaille étroitement avec l'OMS et l'Union africaine pour améliorer la préparation des pays africains face à la menace du Covid-19. L'évolution du virus a contraint les gouvernements à multiplier les mesures de restriction, des mesures qui vont des quarantaines à la limitation des rassemblements. Et pareillement, le déroulement de certaines compétitions sportives a été chamboulé. En effet, des matchs de championnat ont été reportés ou joués à huis clos. Une ombre plane également sur le championnat d'Afrique des Nations, prévu au Cameroun dans quelques jours. Des incertitudes entourent également le déroulement de certaines rencontres, des éliminatoires de la CAN 2021, dont les prochaines journées sont prévues fin mars. Et la Côte d'Ivoire vient s'ajouter à la liste. Le ministère de la Santé a confirmé mercredi le premier cas du coronavirus dans le pays. Il s'agit d'un Ivoirien de 45 ans rentré d'Italie. Selon le ministère de la Santé, le malade a été rapidement pris en charge au CHU de Treichville au sein des maladies infectieuses tropicales. Son état serait stable et rassurant. Cependant, les autorités appellent la population au calme et à la sérénité. On écoute le ministre ivoirien de la Santé. Le mardi 10 mars 2020, le district sanitaire d'Adjamé Plateau Atekoubé a notifié un cas suspect de maladie à coronavirus Covid-19. Le malade a été rapidement pris en charge au CHU de Treichville, au service des maladies infectieuses et tropicales. Son état clinique est stable et rassurant. Les contacts ont été identifiés et font l'objet d'un suivi. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rassure en conséquence les populations que toutes les dispositions sont prises pour une meilleure gestion de ce cas et un contrôle de la propagation de la maladie à coronavirus Covid-19. Par ailleurs, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique demande à la population de garder son calme et l'invite à respecter les mesures préventives déjà en vigueur. Le coronavirus conjugué à la chute des prix du pétrole chamboule les prévisions économiques mondiales. Plusieurs pays sont ainsi obligés de revoir leurs copies. C'est notamment le cas dans les pays du Golfe, mais aussi ailleurs comme en Algérie. Ce mardi, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ainsi demandé à son gouvernement de lui présenter immédiatement une première loi de finances complémentaire face à une crise économique qui risque de s'accentuer dans ce pays producteur de pétrole. Le chef de l'État refuse de recourir, je cite, à l'endettement et au financement non conventionnel, précise un communiqué de la présidence algérienne. L'Algérie envisage par ailleurs d'accélérer le processus de création de banques privées islamiques, selon toujours la même source. Dans cette dernière partie, nous vous proposons un retour sur nos émissions phares de la semaine. L'association SOS Village d'enfants au Maroc célèbre cette année ses 35 ans. Son objectif principal est d'accompagner les enfants privés de soutien parental et leur assurer une insertion socio-professionnelle à l'âge adulte. Notons qu'une première vague d'enfants devenus adultes a quitté la prise en charge de l'association avec un taux d'insertion de 84%. Hadija Irsan a reçu comme invitée de la rédaction la directrice nationale de l'association SOS Village d'enfants, Béatrice Belloise. Elle nous parle des activités prévues pour la célébration.
Au mois d'avril, donc, on va avoir une pièce de théâtre au niveau de Casablanca, au niveau du studio des Arts Vivants. Donc c'est M. Zakaria Lalo qui donc, a mobilisé toute une équipe et qui, cette équipe a décidé de mettre leurs talents et leurs compétences au service de l'association SOS Village d'Enfants. Donc il y aura une représentation sur Casa et ensuite une représentation sur Marrakech, très certainement au deuxième semestre de 2020. Ensuite, donc, avec SOS Luxembourg, on va faire l'ascension du Mont Blanc, du Toubkal, du Mont Toubkal, excusez-moi. Donc, l'idée, c'est de mobiliser des entreprises au niveau du Luxembourg, de voir celles qui ont des filiales au niveau du Maroc et de mobiliser ces entreprises pour qu'elles se lancent un défi, celle de monter les 4000 et quelques mètres du Toubkal et en même temps, donc, de pouvoir soutenir et aider financièrement SOS Village d'Enfants Maroc. Ensuite, donc, au mois de mai, on espère que vraiment cette soirée pourra se faire, une grande soirée caritative. Les artisans sénégalais sont-ils assez outillés pour être compétitifs sur le marché international et quels sont les défis à relever? On écoute Lamine Barro, directeur général du Centre de formation des métiers du Sénégal. Il était également l'invité d'Aminata Cham. Regardez. L'artisanat, aujourd'hui, comme vous dites, les défis, moi j'ai l'habitude de dire que dans un premier temps, c'est un peu général pour nous tous Sénégalais, mais je limite ça un peu à notre secteur qui est le secteur de l'artisanat. Un premier problème donc de reconversion des mentalités. Je pense que c'est le début, c'est le plus important. Parce que si vraiment ce défi est relevé, le reste sera facile pour, disons, les acteurs de l'artisanat. Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes. C'est le thème cette année de la Journée internationale pour les droits des femmes, célébrée le 8 mars dernier. Un prétexte pour l'émission Talk Afrique de parler justement des avancées significatives enregistrées sur les droits des femmes ces dernières années, mais aussi de l'égalité des genres. Sur ce, écoutons Yaye Fatou Diagne, coordonnateur national du programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal. Elle était l'invitée cette semaine de Sirmi Boukaka. Si vous voyez en Afrique, nos leaders politiques ont cette volonté. Nous avons beaucoup de pays en Afrique où les femmes maintenant ont droit à la parole. On pourrait citer des pays comme le Rwanda, par exemple, comme le Bénin, comme le Sénégal, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, au Sénégal, on est à la parité. Au Rwanda, par exemple, ils ont dépassé même la parité parce que si vous regardez au niveau de leur instance délibérative, au niveau de l'Assemblée nationale, ils sont à plus de 61% de femmes qui ont la parole, qui légifèrent, qui proposent, qui accompagnent la volonté Justement, politique. le Rwanda occupe la première place, parlons de la parité. Exactement. Donc au Sénégal aussi, nous avons des avancées notoires parce que chez nous, il y a le président de la République Macky Sall qui a la volonté d'accompagner les femmes à l'autonomisation, qui dit que le pays ne peut se construire avec des femmes, sans des femmes qui ne sont pas productrices. Il faut que les femmes soient productives. Il faut que les femmes soient un apport économique considérable. Il faut que les femmes puissent être autonomes pour pouvoir contribuer au développement de notre pays. Et voilà ce qui met fin à cette édition rétrospective. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne suite des programmes sur Média Intel Afrique.